Bonjour à tous, merci d'avoir quitté le soleil pour rejoindre cette salle et qu'on puisse réfléchir ensemble, puisque c'est vraiment l'objectif des ateliers, réfléchir ensemble sur des pistes autour des thèmes qui portaient, dont Philippe Moati nous a donné des chiffres en fin de matinée. Donc là, il y a 5 libraires autour de moi qui vont réfléchir, enfin qui vont vous apporter leur état de réflexion, justement, et les actions qu'il faut au quotidien pour essayer de mieux accueillir, conseiller, vendre, fidéliser, et en tout cas qui mettent le client au cœur du métier de libraire. Donc on va parler pendant une petite demi-heure, moi et les animateurs, pardon. Bon, c'est assez impressionnant quand même de vous voir tous en face. Et puis, bien entendu, c'est un atelier, donc il va y avoir des échanges et vous aurez la possibilité de poser des questions ou même d'apporter vous-même vos pratiques, ce que vous avez pu essayer et qui fidélise vos clients ou qui les font venir. Voilà. Donc on va commencer en rebondissant sur l'évolution du client. Alors on l'a vu dans la vidéo, on nous dit que le client évolue. On a vu dans les chiffres de l'analyse que les clients sont satisfaits de venir en librairie indépendante, ils vous aiment, mais ils ne viennent pas que chez vous et loin de là. Donc comment est-ce qu'on peut faire venir les clients et surtout, est-ce que vous, les libraires autour de moi, vous ressentez que le client est moins exclusif? Alors Cécile, si tu veux prendre la parole. Je veux bien. Effectivement, c'est quelque chose que l'on a toujours constaté. Le client n'est pas fidèle. Je crois qu'il fréquente en moyenne 3 librairies, 3 lieux de vente de livres, en tout cas en moyenne. Maintenant, on a quand même un lot de clients fidèles qui vient une fois par semaine faire un petit peu le plein. Et puis après, on a toute cette autre moitié finalement qui picore à droite à gauche et chez nos confrères et sur Internet. Maintenant, c'est à nous de tenter de les fidéliser. Donc, je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit ici. Je crois que tout est différent en fonction de chaque librairie, en fonction de l'environnement dans lequel on est installé, de la ville dans laquelle on est installé, de la dynamique, des lieux physiques et géographiques. Finalement, ça a quand même un impact. Et puis après, à nous de fidéliser parce qu'il y a dans chaque librairie une spécificité, une personnalité forte de libraire qui fait qu'il y a des affinités qui se tissent entre nos clients et qui fait que justement ça nous permet de les fidéliser parce qu'il y a des bons conseils, parce qu'il y a un bon service et qu'à l'heure actuelle, je crois que, en tout cas, une bonne partie de la librairie peut prétendre livrer entre 48 heures et 6 jours, mais je sais que ce n'est pas du tout le lot de la plupart des librairies et c'est, je crois, un point sur lequel on doit se battre à l'heure actuelle parce que tous les libraires ne sont pas très bien desservis. Et c'est vraiment un point... Ça va faire partie des sujets qu'on va aborder dans d'autres... Mais c'est un point justement qui fait que d'une librairie à l'autre, il y a une forte concurrence et que notamment c'est Internet, là, pour le coup, qui les assassine. Et les clients, justement, n'hésitent pas à dire effectivement, si vous ne pouvez pas me le fournir aujourd'hui ou demain, eh bien, je vais le commander sur... Oui. Alors, Philippe, tu ressens que le client est moins fidèle aussi Oui, forcément, parce que on a une clientèle justement qui bicore énormément, qui dans des centres urbains où le tissu librairie est assez dense, ils ont la possibilité très rapidement de pouvoir changer de librairie et l'enjeu effectivement c'est de réussir à fidéliser la clientèle que l'on a déjà et puis éventuellement pourquoi pas chercher à en capter une nouvelle. Est-ce qu'à la librairie Mola, on a remarqué que la part des grands lecteurs diminuait, ce qu'on nous a dit aussi dans l'étude ce matin? Oui, c'est vrai que la part des grands lecteurs évolue, mais en même temps, il faut un petit peu solliciter ces clients qui rentrent pour leur donner une appétence supplémentaire et les fidéliser d'une manière... c'est pour ça qu'on utilise un petit peu tout un tas de moyens, un petit peu pour qu'ils aient une présence régulière. Très bien. Donc dans les moyens et surtout dans la première image qu'on donne aux clients, on dit que parfois la librairie peut être perçue comme un lieu intimidant dans lequel on ne peut entrer que si on a certains bagages
Que faites-vous pour ouvrir votre commerce et casser cette image? Donc, Colline, si tu veux regarder. Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se prenne au sérieux. Enfin, si, il faut qu'on se prenne un peu au sérieux, mais il faut casser l'image du libraire qui sait tout, qui est un peu poussiéreux, et puis si on va lui parler, on a un peu la boule au ventre. Si on ne connaît pas le titre, on a peur, etc. Je pense qu'il faut décomplexer l'action de rentrer dans une librairie. Je sais pas, faut rigoler, faut être souriant, faut être décontracté, faut donner une image de facilité, quoi, d'accès simple. Voilà. Hélène? Oui, moi je crois qu'il faut ouvrir les portes déjà physiquement de la librairie, ça me paraît important. Alors le temps n'a pas beaucoup permis ces 6 derniers mois, mais on a remarqué on peut parler que de ce qu'on connaît, c'est-à-dire en l'occurrence pour nous la machine à lire, que quand les portes de la librairie étaient ouvertes, les gens rentraient plus facilement. Ensuite, je crois que c'est être dans la présence à l'autre, c'est-à-dire qu'une équipe de libraires, c'est autant d'individus différents, et donc c'est peut-être que chacun va avoir une sensibilité qui va se rapprocher d'un type de lecteur ou d'un autre type de lecteur, et c'est dans l'homogénéité que compose une équipe d'avoir un petit peu un réflexe naturel, d'aller vers la personne dont on va être le plus proche de sa sensibilité. C'est l'écouter, c'est l'interroger si elle le désire évidemment, entendre ce qu'elle a à dire, mais moi j'ai l'impression que tout ça, vous le savez tellement, que j'ai un petit peu le sentiment de rien apporter de nouveau à cet endroit. Et peut-être, ce qu'on fait beaucoup à la machine à lire, c'est quand un client nous demande un conseil, c'est l'interroger sur ce qu'il a aimé, sur ce qu'il a lu, donc essayer de s'adapter. Et puis je pense dans l'offre éditoriale, c'est ce qui est le plus compliqué à mon avis, c'est comment garder la ligne directrice qu'on souhaite donner à sa librairie, qui chacune est différente, tout en permettant à des gens qui ne rentreraient pas dans cette ligne directrice-là, c'est-à-dire dans cette peut-être exigence qu'on peut avoir à certains endroits, d'avoir des livres qui sont exposés de manière à ce qu'ils puissent accéder aussi à ces livres-là sans renier ce qu'on est. Moi, je trouve que ça, c'est le plus difficile. C'est peut-être la répartition, comment on va géographiquement répartir les livres au sein de nos rayons pour ne pas perdre notre âme tout en l'ouvrant aux autres. Je pourrais peut-être le résumer comme ça. L'emplacement de la librairie au sein de sa ville, au sein de son quartier, est aussi important. Donc, je crois, Hélène, qu'en plus tu as 2 points de vente de typologies très différentes. Et est-ce que tu attends le client de manière différente? Est-ce que tu lui présentes les mêmes choses? Oui, nous avons récemment acquis une petite maison de la presse qui allait fermer dans un quartier de Bordeaux que je qualifierais de quartier bourgeois, derrière le jardin public. Donc, ce point de vente allait fermer, donc c'était presse, on est loto, bonbons, enfin des choses comme ça. Donc on l'a racheté parce qu'il nous paraissait essentiel qu'un commerce de proximité ne meure pas, et on y a adjoint une partie librairie, donc ça s'appelle la petite machine, et on y a adjoint, on a embauché une libraire et on a adjoint 900 titres à peu près. Et ce sont deux types totalement différents. D'abord par la taille de l'une et de l'autre des structures. Ce sont des entités juridiques totalement différentes. Il n'y a pas le seul lien qu'il y a entre les deux structures, c'est le livre. Et on s'aperçoit que dans cette petite machine, puisqu'elle s'appelle comme ça, où on a mis une table, une machine à café, du thé, les gens sont là, ils ne viennent pas pour acheter un livre précis, ils viennent chercher du conseil, uniquement du conseil. C'est-à-dire qu'ils rentrent pour acheter une presse ou un magazine que je ne citerai pas, et ils ressortent avec 3 Pléiades. Et je trouve ça extraordinaire parce que non mais c'est vrai. Je vous demande, vous pouvez le vérifier, ça s'est passé il y a 3 jours et on leur a donné le Blaise Cendrars sans plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interroge énormément, mais j'espère que je ne vais pas choquer, qui m'interroge énormément parce que je m'étais dit ça ne fonctionnera pas. On va tenter de mettre des livres. Dans la petite maison de la presse, il y avait évidemment les livres qu'on retrouve facilement dans les maisons de la presse et qu'on connaît tous, Musso, Lévy, et je ne porte aucun jugement là-dessus, c'était un fait avéré. Je pense qu'il y avait à peu près 100 € de chiffre d'affaires par mois
de livres. Et là, on passe sur des sommes qui sont encore très modestes et qui le resteront vu la taille du lieu, mais qui sont peut-être entre 1 000 et 2 000 euros. Donc c'est pas anodin. Et c'est vrai que la personne qui est rentrée récemment acheter son journal et qui est sortie avec ses 3 Pléiades, moi, je l'ai en tête sans arrêt parce que je me suis dit, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, elle a eu ce désir-là. Ce désir, il est né d'abord elle a vu la Pléiade, j'imagine qu'elle les connaissait, mais que ça lui a donné cette envie-là, elle a pris ce temps, et je me dis que c'est une piste à travailler. Voilà. Donc, quand le client rentre, surtout dans cette période morose, je crois qu'on entend tous des choses pas très très drôles, il aurait peut-être déjà avant tout envie de passer un bon moment. Et alors comment est-ce qu'on peut favoriser justement cette image de passer un bon moment, l'ambiance, les lieux Patrice? Comment réussir cette alchimie? Cette alchimie, ouais, voilà. C'est ça. Déjà, je pense que ce qui est important, c'est que les gens ressentent qu'on aime ce qu'on fait. C'est trouver un lieu, effectivement, où ils vont réussir à bien se sentir et avoir envie de revenir. Donc, c'est pouvoir répondre à leurs attentes et essayer de leur donner ce qu'ils ont envie d'avoir. Que ce soit sur le conseil ou autre. Donc, Et à la librairie Mola, du coup ? Alors, vous savez, ce vieil adage, le client est roi, mais je rajoute, mais c'est pas un tyran non plus. Donc, ce qui est important, dès qu'il pousse la porte, c'est vrai qu'il y a un peu, quelquefois, pour certaines personnes qui rentrent dans une librairie, un peu un préjugé, difficulté de poser une question à un libraire. Donc, en même temps, ce qui est très important dans un premier temps, c'est la posture du libraire. Donc, après, c'est une librairie qui soit lisible, avec bien sûr du fond, beaucoup de fond. Ça, c'est un élément essentiel, des tables thématiques avec des nouveautés, et puis quelquefois, les tables, on peut les construire avec, autour de ces nouveautés, des livres qui ont un contexte. Donc ça s'appelle aussi le merchandising. Il ne faut pas avoir peur, je crois, de tous ces mots qui tournent autour de... Parce que n'oublions pas que la librairie, c'est aussi du commerce. Donc il y a un certain nombre de formules qui fonctionnent, et donc la qualité de l'accueil, après la compétence du libraire, pouvoir diriger dans une grande librairie, et ça c'est essentiel. Et puis aussi d'avoir un lien vers l'extérieur pour donner envie de revenir. Alors pour faire venir les clients, il y a aussi une des possibilités, c'est d'être présent dans les animations, dans les événements ou dans les salons à l'extérieur de la librairie. Ça permet de développer la notoriété, de faire venir de nouveaux clients. Colline, est-ce que... Il faut quand même que je remette juste un peu dans le contexte. C'est plein des grandes librairies. Moi, c'est une toute petite librairie dans une petite ville de 28 000 habitants. Alors, c'est pas tout à fait les... Moi, je ne suis pas non plus une grosse librairie. Ah, merci. Je me sens moins seule, du coup. Non, ne vous inquiétez pas. Et je veux juste revenir un tout petit peu sur 2-3 trucs qui ont été dits par rapport au rapport qu'on a avec les clients. Nous, c'est un peu particulier parce que on est plus dans un contact du quotidien. On voit des gens qu'on voit souvent et c'est aussi important de leur demander qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils ont aimé pour les conseiller, que de leur demander comment va leur chien ou leur petit-fils et se préoccuper d'eux en tant que vraiment être humain, quoi, pas que client, finalement. Voilà, je voulais dire ça. Et pour donc les... c'est quoi la question déjà ? Les animations hors les murs. Est-ce que vous êtes présent à l'extérieur ou pas ? Et quelles sont... Oui, alors les animations hors les murs, c'est bien, c'est chronophage et ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent, mais ça permet des fois de se faire connaître la librairie. Alors nous, on a un exemple qui est assez rigolo, ça s'appelle les soupes aux livres. Donc on fait ça avec une comédienne et avec un restaurant ou un petit salon de thé ou quelque chose comme ça. Ça se passe sur des soirées. Et en fait, c'est vraiment un moment de convivialité et de partage où on ne gagne pas grand-chose comme argent. Mais c'est vrai qu'on recrée du lien, les gens se rencontrent entre eux. Et c'est vrai que ça fait venir les clients parce que c'est quelque chose qui se passe vraiment en dehors de la librairie. Mais ça donne une bonne image de la librairie et ça contribue un peu à faire de la pub. Ouais. Mais c'est important de faire des choses hors les murs, mais en même temps,
Voilà, c'est beaucoup d'énergie pour souvent pas grand-chose. Donc ça reste de la communication et on n'attend pas un retour sur investissement sur l'événement lui-même. Directement, peu. Enfin, en général, peu. Sauf sur certains salons qui peuvent être des gros salons, mais sur toutes les petites animations qu'on peut faire, les soirées, 1 heure par-ci dans une bibliothèque, etc. Non, ça, faut pas rêver, quoi. Hélène, la machine à lire est très présente, je crois, très présente en dehors de sa librairie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, on essaie pour mieux communiquer, justement, d'être assez présent donc, sur des salons comme l'Escale du livre, Lire en poche, littérature, il y en a un 4e que j'oublie, avec toujours l'inquiétude de savoir si ces salons vont nous profiter ou pas. Alors ça, c'est un coup de poker à chaque fois. Et il y a des salons qui, je crois, on peut le dire, nous permettent de gagner de l'argent en termes un peu triviaux mais réels, et puis le même salon l'année suivante, ça ne marchera pas, donc c'est toujours cette inquiétude-là, mais je crois que pour l'image de marque c'est très important. On va aussi beaucoup dans les universités quand il y a un colloque, pour proposer les livres, on fait en amont les bibliographies, tout ça est totalement gracieux. On fait en avant les bibliographies avec les organisateurs des colloques, on va sur le colloque, on vend les livres. Donc là aussi, c'est aussi un coup de poker à chaque fois, donc on s'interroge beaucoup, on va dans certains châteaux de vin dans la région. On travaille avec un cinéma qui s'appelle l'Utopia, donc qui est un cinéma engagé à côté de la machine à lire. Et je crois qu'on est convaincus, nous sommes convaincus qu'il y a des engagements qui ne nous rapporteront pas d'argent, qui nous en coûteront même. Il y en a d'autres qui vont nous en rapporter. Maintenant, l'interrogation qu'on a et qu'on a de plus en plus, c'est comment va-t-on discerner ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire d'un point de vue coût, ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire d'un point de vue image de marque, et ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire par rapport à une image sociale, et aussi accompagner des projets. Il peut y avoir, je pense récemment, un congrès sur l'autisme, avec des gens qui se battent d'une manière extraordinaire pour arriver à trouver des structures pour les enfants autistes. Et nous disons que c'est bien aussi de les accompagner. Donc voilà, on est très présent à la fois pour la communication, à la fois pour le lien social, humain, et le respect des combats que mènent les gens. Alors, faire venir, faire entrer, on a vu donner l'envie d'entrer, développer la notoriété via les événements hors les murs. Est-ce que les nouveaux outils de communication peuvent aussi permettre de faire venir ou de glaner une nouvelle clientèle ? Patrice, je crois que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux et notamment Facebook. Est-ce que c'est pour attraper de la nouvelle clientèle ou pas ? Attraper la nouvelle clientèle, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est un moyen de communication, parce que je pense que le seul moyen pour nous d'exister sur ces réseaux-là, c'est d'y apporter pas mal d'éléments. Et puis, je pense que pour faire venir les gens dans la librairie, il faut communiquer. Alors, effectivement, Facebook, c'est un outil qui est assez pratique, parce que quand on fait une rencontre avec un écrivain, pour que les gens sachent que l'événement existe, il faut utiliser effectivement les moyens internes dans la librairie, mais surtout les moyens qu'utilise tout le monde aujourd'hui, et Facebook en fait partie. Donc ça permet de toucher quand même pas mal de gens, ça rebondit, donc il y a des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui entendent parler de l'événement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on a un site Facebook qui est assez suivi. On a 5000 à peu près personnes qui nous suivent. Alors, la librairie Mola est présente sur Facebook, sur Twitter aussi. Est-ce que c'est pour capter une nouvelle clientèle ou... Oui, tout à fait. Puis avec quand même une spécialisation chaque fois pour chaque réseau social. Twitter, beaucoup plus instantané, de l'information, des événements. On a 5000 de followers sur Twitter et c'est vrai que Twitter est intéressant parce qu'il est retweet. Donc vous pouvez toucher au travers des abonnés d'autres personnes qui ont retweeté tout un réseau, et si l'information est intéressante, ça revient jusqu'à vous et qu'ils deviennent à nouveau souvent de nouveaux abonnés. On est sur Google Plus aussi, puis les images c'est important autour du livre, donc on est sur Tumblr, Instagram, Pinterest, et puis très récemment sur SoundCloud qui est un réseau social de musique, mais pas que de musique, mais aussi de contenu lu, ou en l'occurrence des enregistrements de nos rencontres. Puisqu'avec l'autorisation des intervenants, nous mettons nos rencontres en ligne, et donc on peut les écouter en différé.
Tout ça aussi, ça peut se faire le push au travers de newsletters. On a actuellement 140 000 abonnés à notre newsletter. Donc ça, pour diffuser, bien sûr, pour les rencontres à la librairie, nous disposons de 2 salles et à peu près 220 rencontres par an, mais aussi pour parler de livres, de nouveautés, de faire des dossiers thématiques, de parler de coups de cœur de libraires, faire des dossiers de tous ordres, et puis aussi de venir sur les blogs. Nous avons 4 blogs. Voilà. Très bien. Donc, quand le client est rentré, on veut s'atteler à lui faire passer un bon moment. Donc, on peut être présent dans les animations événements hors les murs, ce qui développe la notoriété. Et quand il est là, on peut bien entendu animer le lieu en créant des événements. Cécile, quel type d'événements vous créez dans la librairie ? Rien d'exceptionnel, je crois, mais des rencontres d'auteurs et des rencontres d'éditeurs, des petits déjeuners littéraires également, au cours desquels les libraires présentent leur coup de cœur et qui fonctionnent plutôt très bien, des rencontres musicales, mais c'est vrai qu'on les a démarrées tout doucement il y a une dizaine d'années, puisque c'était nouveau pour nous et qu'on n'avait pas de lieu jusqu'alors, et qu'il y a une dizaine d'années, en déménageant, on a aussi créé un café dans lequel on organise nos rencontres et qui a permis bien évidemment cette convivialité et cette capacité à animer et à communiquer. Donc forcément, les choses ont changé, ont évolué dans le bon sens, et ça nous a permis de capter de nouveaux publics, de nous diversifier et de montrer que nous n'étions pas une librairie scolaire et universitaire comme ça l'a été pendant un certain nombre d'années, mais bien une librairie générale. Et puis avec l'appui maintenant évidemment des réseaux sociaux, tout ça contribue à développer et à fidéliser les clients. Et du coup, j'ai perdu le fil de votre question de départ. Quel type d'animation tu organises? Voilà, donc rencontres d'auteurs, d'éditeurs, mise en avant d'éditeurs, rencontres musicales, lecture, petits déjeuners littéraires. Enfin, je crois que rien de plus que ce que font une large majorité des libraires actuellement, sauf que nous avons vraiment un lieu dédié à cela et qui fait peut-être la différence, parce que c'est a priori un lieu de convivialité puisque c'est un café au départ. Que les gens, je crois, s'y sentent bien puisqu'ils me le disent et que je ne les force pas, et qu'ils reviennent, et parfois ils passent même des après-midi entières entre la librairie et le café, parce que justement ils y trouvent autre chose que le simple fait de venir acheter un livre, mais ils y passent vraiment un bon moment d'échange, de partage, de convivialité. Et ça prouve qu'ils nous aiment, mais nous les aimons aussi, et nous tentons de leur prouver chaque jour. Voilà. Donc mais le temps mobilisé, la logistique de l'organisation de ces événements, c'est pas un petit peu lourd à gérer pour les librairies, Hélène? Si, mais pas, j'allais dire pas plus que ça. Nous, contrairement à la librairie Georges, nous recevons les auteurs dans la librairie, donc on a mis des roulettes sous les tables, et nous sommes physiquement très en forme parce qu'on pousse les tables régulièrement, puisqu'on fait 3 à 4 rencontres par semaine, ce qui est trop. C'est trop, mais on ne sait pas encore dire non, donc on va apprendre. Il faut absolument qu'on réduise ce nombre-là. Pourquoi c'est trop ? C'est trop parce que c'est trop d'énergie dépensée par rapport aux résultats. Alors là, c'est aussi encore un équilibre, hein, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des idéaux, des très belles idées, mais il faut pouvoir les faire vivre et donc que la librairie puisse tourner. Et quand les rencontres se font, ce qui est le cas dans la librairie, 4 fois dans la semaine, qu'il faut sortir toutes les tables, pousser les tables, les remettre, ranger les livres, etc., ça mobilise du monde, ça se termine jamais avant 20h ou 20h30, on se rend compte que ça devient un petit peu difficilement gérable. Donc ça, c'est juste un problème de logistique et d'organisation, mais on ne peut pas les faire ailleurs puisqu'on n'a pas d'autres lieux de toute façon. Après, je pense aussi à l'accueil des maisons d'édition, ce qui me paraît très important. On a récemment accueilli une maison d'édition bordelaise, Lire des Marges, qui venait de se créer et donc qui a fait son inauguration à la machine à lire. C'est aussi recevoir des éditeurs et mettre en valeur leurs fonds. Ce sont les vitrines, c'est tout ce que je crois tous les libraires font. Alors, pour fidéliser, il y a plusieurs pistes. Il y en a une autre qui est de rentrer chez les gens, de leur proposer des services à distance, d'avoir donc que la librairie soit présente jusque dans le canapé du client. Alors Patrice, tu as mis en place un site internet l'année dernière et vous avez analysé justement qui vient, qui achète et quelle est la démarche. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors effectivement, on a lancé un site internet il y a 1 an maintenant,
En fait, c'est né tout simplement, ça a activé en tout cas les choses, parce que l'idée était quand même là, de pouvoir répondre à des marchés publics qui demandaient un site de commande en ligne, etc. Donc le site internet a été lancé. Il n'est pas marchand aujourd'hui, pour des raisons financières, parce que les conditions tarifaires que les banques proposent sont juste bien supérieures à ce qui est raisonnable pour pouvoir faire fonctionner et gagner un peu d'argent avec un site internet. C'est-à-dire qu'un client qui va commander un petit classique Larousse à 3 €, s'il paye en ligne, je pense qu'on perd de l'argent. Donc c'est juste impossible. Donc le paiement en ligne pour le moment n'est pas actif. Du coup, les gens, en revanche, peuvent consulter le site, savent de chez eux si le livre est disponible ou pas. La plupart du temps, quand il ne l'est pas, c'est vrai qu'ils passent des commandes via le site. Donc ça permet d'être assez réactif et de pouvoir justement prendre des commandes quand ils sont tranquillement dans leur canapé en train de regarder une émission littéraire. Et cette analyse du site, donc, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de gens donc, qui passaient par le site qui était en fait le Valoisien. Donc la majeure partie des gens qui commandent sur le site habitent la ville. Je pense que comme le retrait se fait à la librairie de toute façon, les gens qui habitent ailleurs sont sans doute des gens qui travaillent dans la ville mais viennent d'ailleurs. Du coup, ils nous connaissent et c'est plutôt bien. Et voilà, mais c'est vrai que la majeure partie des commandes qui sont passées sur le site sont principalement des commandes dédiées à des prescriptions scolaires. Et les visites, ce qui est plutôt positif aussi, parce que sur le site, on y met nos coups de cœur, les animations qu'on y fait, etc. Mais ce qui est plutôt positif, c'est que les gens qui donc vont sur le site, de toute façon, n'y vont pas spontanément. C'est vraiment parce qu'ils doivent y aller. Mais malgré tout, dans le questionnaire on leur a fait remplir, parce qu'on a eu envie de savoir pourquoi ils venaient sur le site, quelle était leur démarche, qu'est-ce qu'ils y faisaient, est-ce qu'ils utilisaient les coups de cœur, les avis qu'on mettait sur les livres, etc. En fait, la plupart, donc l'intégralité, même pratiquement, n'y va que pour passer une commande, donc ils savent pourquoi ils sont là, mais ils regardent quand même tout ce qui se passe sur le site, quand même. Donc c'est plutôt positif. Et alors, est-ce que tu as pu élargir un petit peu ta clientèle? Tu as réussi à toucher des nouveaux clients ou ça reste vraiment juste un service à tes clients fidèles? Pour le moment, ça reste uniquement un service à mes clients. Donc, pour toucher une nouvelle clientèle, il faudrait qu'on ait un système de référencement sur Google, que quand les gens tapent librairie, on apparaisse dans les premières pages. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est absolument impossible. Et puis les chiffres qu'on a eus ce matin mettent vraiment bien en valeur aussi quels sont les clients, enfin ce que font les clients sur Internet et surtout où ils vont. Je crois qu'on représente 2% les librairies indépendantes des achats de livres sur Internet. Donc, Alors on a vu quelques pistes ou en tout cas quelques recettes pour faire venir des clients, les faire rentrer. Alors c'est bien de les fidéliser dans leur fréquentation, mais je crois que les librairies sont des commerces. Donc comment est-ce qu'on peut les fidéliser dans leurs achats? Est-ce que vous avez... on a parlé de la carte de fidélité ou des actions spécifiques. Qu'est-ce que vous faites pour fidéliser les clients dans votre librairie, dans leur mode d'achat? Colline, si tu veux commencer. Ou que vous ne faites pas. Fidéliser dans les achats. Non, pas d'action spécifique, ça se fait naturellement, c'est ça? Alors oui, on a une carte de fidélité que moi, personnellement, j'aimerais bien supprimer, mais ça, c'est personnel. Tu penses que si tu la supprimes, tu vas avoir... on a eu le cas, là, c'est assez rigolo, il y a 3 jours. Nous, c'était pas 3 Pléiades, mais bon. D'un gars qui a fait... combien ça fait de kilomètres Langon-Bergerac. On doit faire 50 bornes, qui fait 50 bornes pour venir à la librairie, parce qu'il n'a plus de librairie vers chez lui. Et il l'a acheté pour 150, 160, 170, me dit Sarah, 170 € de bouquin. On lui a proposé une carte de fidélité, il n'a pas voulu. Donc finalement, c'est pas obligatoire. Hélène? Pour fidéliser nos clients, nous avons une carte de fidélité
Ça permet surtout, je trouve, moi j'y suis par contre assez favorable, de créer du lien avec eux, puisque à chaque fois, elle est informatique ou informatisée. Donc il suffit juste qu'ils donnent leur nom et ça se met automatiquement. Et ils ont 5% de remise à chaque passage et qui leur sont rétrocédés sous forme d'avoir au 6e passage. Donc en fait, une espèce, je trouve, de jeu de la part du client. On en est où? À combien de passages on est? Quand est-ce que j'aurai ma remise? Nous, on lui annonce. Pour moi, ça crée du dialogue et ça crée du lien avec la personne. Et puis après, les fidéliser, c'est leur donner l'envie de revenir. Et ça, c'est toujours pareil. On revient sur la qualité de l'accueil, la qualité du conseil, le lieu, l'offre éditoriale. Et je crois que là, il n'y a pas de meilleure manière de fidéliser les gens que celle-là. Cécile ? Donc nous, contrairement à beaucoup de libraires, j'ai l'impression, nous n'avons pas de carte de fidélité. Ça a un certain coût, je crois. Enfin, ça dépend comment elle est faite, mais en tout cas, ça a un certain coût. Et je trouve que le temps, justement, que l'on pourrait passer à échanger autour d'une carte de fidélité, je crois qu'il est plus important de le passer à échanger avec son client, finalement, à le fidéliser par des discussions, par des échanges, par des créations de liens. Et finalement, nous n'en avons pas. Ça ne nous manque pas, je crois. Personne ne s'en est plaint, en tout cas, jusqu'à présent. Et nous proposons un service qui est quand même assez professionnel, il me semble, des animations qui sont régulières et gratuites. Donc je crois que ça contribue aussi à fidéliser parce que on le fait pas systématiquement, mais assez régulièrement. Après les rencontres d'auteurs, on offre un verre, justement pour partager et prolonger un moment convivial et avoir d'autres échanges avec nos clients que des simples échanges commerciaux. Et c'est là, je crois, qu'on bâtit simplement la fidélisation et l'entretien des liens qui s'établissent entre les clients et nous. Et finalement, après, ces clients deviennent aussi des amis. Et après, on ne sait plus qui est lecteur, ami ou client. Et tout ça est très bien. Patrice, la carte de fidélité ? Oui, elle existe. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait dire à nos clients demain on arrête. Je pense que même si c'est effectivement symbolique, parce que c'est que 5% finalement, en même temps 5% pour nous c'est important. Elle existe et elle continuera d'exister. Je pense que c'est un acquis en fait. Je pense que les gens considèrent ça comme un acquis. Et puis, cette semaine, j'ai une cliente là, qui est venue commander 2 livres et elle me raconte que ces 2 livres-là, elle les avait commandés sur Amazon, qu'ils n'étaient pas arrivés et que donc, en désespoir de cause, elle vient nous trouver pour les commander. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, cette cliente, elle avait une carte de fidélité, ce qui était assez dramatique pour moi, parce que du coup, est-ce que vraiment elle nécessite... je dois lui en faire une ou pas et finalement, je lui dis, de toute façon, vous voyez, le livre, vous allez le commander chez nous, il va mettre 2 jours pour arriver, donc pas plus de temps que ça ne met quand vous le commandez sur Amazon. Et en plus, vous avez le même prix que chez Amazon. Mais ça, c'est aussi un point assez important sur le prix unique du livre. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, toujours aujourd'hui, qui ne savent pas que le prix unique du livre existe. Ils s'imaginent que c'est beaucoup moins cher sur Amazon ou dans les grandes enseignes culturelles. On va vous laisser la parole très bientôt, parce que là, je sens que les réactions veulent venir. Alors, un dernier axe, justement, la carte de fidélité, elle est lourde à supporter, on le sait, c'est 5%, c'est pas beaucoup pour le client, mais c'est beaucoup pour vous. Philippe Moati ouvrait cette perspective de fidéliser par des actions ponctuelles ou des événements privés. Est-ce que vous avez tenté de fermer vos animations qu'aux clients fidèles ou alors de le valoriser particulièrement pour les clients fidèles? Est-ce que vous avez essayé à la librairie Mola? Non, pas du tout, c'est toujours ouvert au public. Il n'y a jamais de rencontres privées. Donc avec l'expérience qu'on a, on a 47 000 cartes qui sont en circulation pour l'instant. C'est vrai que ça a été, pour reprendre un petit peu sur tout à l'heure, on avait fait une étude pour savoir ce qui intéressait un peu notre public bien sûr les 5%, mais ils n'étaient pas toujours tellement motivés, mais quand même oui. Il fallait quelques critères sur cette carte. Il fallait qu'elle soit jolie, surtout qu'elle ne soit pas en carton, qu'elle ait une puce ou une piste magnétique et qu'elle soit suffisamment visible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une carte d'une librairie, ça veut dire qu'on est cultivé. Voilà. Donc c'est une certaine forme de carte d'identité et ça a été pour nous un facteur très important.
Donc, toutes nos rencontres sont ouvertes au public. Un autre point à préciser aussi, puisqu'on parlait de réseau, nous avons un deuxième site qui s'appelle Station Ozone, Ozone, le poète gaulois d'expression latine, qui est un portail de la culture à Bordeaux. Donc c'est aussi quelque chose de très important de trouver des liens avec autre chose que le livre, de parler d'opéra, de parler de musique, de théâtre, de parler de danse, etc. C'est absolument essentiel pour qu'il y ait des rebonds. On le sait très bien sur les réseaux sociaux, pour que ça fonctionne, il faut que ça rebondisse dans tous les sens. Et c'est pareil pour le livre. Alors, notamment sur ces réseaux sociaux, il y a un chiffre qui n'a pas été donné dans la synthèse de Philippe Moati, mais qui en fait partie. Quand on questionne vos clients à savoir si votre librairie indépendante est présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui est le plus utilisé aujourd'hui, 67% ne savent pas si oui ou non vous y êtes. Donc, quand vous y êtes, ce qui est le cas d'une bonne partie autour de la table, qu'est-ce que vous faites pour le dire en magasin ? Cécile ? Déjà, nous, on édite des programmes de rencontres sur lesquels on fait figurer les logos Facebook, Twitter pour montrer qu'on a des comptes. Ensuite, là, j'ai un site qui est en création, donc forcément, ce sera aussi un relais pour informer la clientèle. Après, c'est vrai qu'en magasin, on ne dit pas systématiquement, bien évidemment, est-ce que vous connaissez notre page Facebook ? C'est à nous aussi de trouver les bons réseaux, les bons partenaires pour véhiculer, nous aider à diffuser et à prospérer. Mais déjà, le programme qui est diffusé version papier et version numérique aide à diffuser ce genre d'informations. Et c'est vrai que c'est assez positif parce que ça permet de toucher quand même des publics qui ne sont pas forcément ceux que l'on aurait eu au départ sans cela, et même de toucher certains auteurs et certains éditeurs qui ne nous auraient pas forcément connus, puisqu'on découvre des choses et eux nous découvrent aussi grâce à ça. Donc c'est plutôt positif, mais c'est vrai que c'est très chronophage et que malheureusement tous les libraires n'ont pas le temps de s'occuper de tout cela. Alors peut-être que via les associations de libraires, justement, c'est un moyen d'y accéder et que chacun pourra en bénéficier. Alors, Patrice, je crois que tu as réussi à fédérer beaucoup de fans sur ta page Facebook pour ta petite librairie, parce que je crois que tu es pas loin de 5000. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Donc, est-ce que tu as fait un relais justement en magasin pour informer En fait, je ne sais pas comment c'est arrivé qu'on en ait autant. Mais juste pour revenir 3 secondes sur la carte de fidélité, ça a été pour moi aussi l'occasion de récolter un grand nombre d'emails de clients. Donc, effectivement, quand un client passe une commande, du coup, on lui envoie un mail automatique pour l'avertir de l'arrivée de la commande, et du coup, on a un fichier client mail aussi qui est assez important. Donc, à chaque fois que le client reçoit un mail qui l'avertit de l'arrivée de la commande, il reçoit aussi l'information qu'on a une page Facebook et qu'on a un site internet. D'accord. Et alors, tu utilises ces adresses e-mail pour communiquer directement via des newsletters aussi ? Absolument, oui. Alors, c'était un problème parce que pour envoyer des mails groupés, je ne sais pas si vous avez essayé, mais les fournisseurs d'accès Internet ne sont pas tout à fait d'accord quand on envoie beaucoup de mails d'un coup. Donc, on s'est retrouvé avec notre boîte mail bloquée pendant 24 heures en punition. Et donc, j'ai cherché un moyen pour pouvoir communiquer et envoyer tous ces mails. Et j'ai trouvé une société qui s'appelle Diffusia qui s'occupe de ça. Et c'est un ancien libraire en fait qui a monté ça. Et donc on a la possibilité maintenant d'envoyer une newsletter, entre autres, à ses clients. Il y a également un autre support qui est une gazette qu'on édite grâce à notre association de libraires qu'on a créée aussi il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Libraire en scène. Et donc, qui est une gazette dans laquelle chaque librairie relaye ses coups de cœur, ses animations. Et c'est un moyen de pouvoir communiquer de manière différente. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans cette newsletter et donc dans cette gazette les animations qui sont chez moi, mais les animations qui sont dans les 11 autres librairies qui font partie de notre association de libraires. Très bien. Alors, puisque je sens un frémissement dans la salle, on va pouvoir commencer à répondre à vos questions. Normalement, il y a des micros qui vont se promener dans la salle. Alors, levez la main dès que vous avez... Voilà. J'ai une question pour la librairie Georges.
À propos des 5%, vous ne faites pas de carte de fidélité, mais est-ce que vous faites les 5% aux profs et aux enseignants? Ceux qui nous le demandent gentiment, oui, il n'y a pas de problème. Donc vous en faites très peu alors? Non, je dirais pas ça, ils sont quand même assez gentils, ceux qui viennent chez nous. Merci. Oui, je reviens sur trouver une nouvelle clientèle. Peut-être que j'ai pas assez écouté, je sais pas. Comment trouver de nouveaux clients? Nous, on n'a pas ouvert il y a très longtemps, ça fait que 6 ans, on est spécialisé jeunesse. Et je me pose éternellement tout le temps la question, comment trouver des clients qui ne connaissent toujours pas? C'est normal, on est à Saint-Étienne, donc c'est quand même assez grand. Il y a des nouvelles naissances, voilà, il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux habitants. Comment on fait pour essayer de les toucher? Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des idées comme ça et qui ont réussi à trouver des solutions qui fonctionnaient? Déjà, dans sa ville, je crois qu'il faut s'intéresser à son environnement et donc il faut s'intéresser à ce qui s'y passe, à la vie associative notamment, aux événements divers et variés qui sont organisés, par qui, comment. Il faut tisser des liens et essayer de faire partie des réseaux. Et petit à petit, c'est un travail de fourmi, mais qui finalement est assez payant. Donc il ne faut pas hésiter à être curieux, à sortir des murs, et puis aller voir un petit peu et se présenter et proposer ses services. Mais ce n'est pas toujours simple parce que je sais très bien qu'il y a des libraires qui sont seuls ou deux dans leur librairie et que ça demande donc beaucoup de temps, d'énergie et d'investissement. Mais petit à petit, ça mérite quelques efforts, mais c'est... À long terme, c'est une solution peut-être parmi d'autres pour tenter de trouver des nouveaux clients. Oui, j'aurais juste une question pour peut-être Denis Mola, qui a donc présenté ses animations et ses signatures comme étant ouvertes, ce qui me paraît tout à fait normal. Mais pour l'entendre réagir peut-être sur ce qui a été dit ce matin, sur la notion de carte privilège, sur la notion de tisser des liens plus profonds avec un noyau dur des clients avec lesquels une relation particulière pourrait se développer. Donc, pourquoi je lui adresse cette question? C'était peut-être, j'imagine que sur le plan marketing, il a peut-être plus de moyens que d'autres d'anticiper ce genre de réflexion. Donc, quelle a été sa réaction par rapport à ce type de problématique, donc de carte privilège et en gros, d'intensifier la relation avec les clients qui sont déjà des clients importants? Oui. Mais la segmentation, déjà, on peut le faire même à l'intérieur de la librairie. Le consacrer à une table avec des choses moins évidentes où se retrouveront un certain nombre de personnes et puis d'autres qui découvriront à ce moment-là. C'est vrai qu'on peut développer ça, mais au niveau des rencontres, pour nous, ça fait partie un peu de nos obligations d'être toujours ouvert au grand public, de ne pas vouloir faire quelque sélection que ce soit. Après, c'est créer aussi des partenariats, peut-être des cas de différence si c'est une segmentation pour un public différent, parce que segmentation, c'est pas obligatoirement privilège, c'est essayer d'identifier un public qui a un intérêt particulier pour certaines choses. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est des choses auxquelles nous réfléchissons. Mais le mot privilège, j'aime pas trop. Hein. C'est plutôt si on doit créer des segmentations, c'est sur des pôles bien particuliers pour un intérêt bien spécifique. Bonjour. Alors, si vous pouviez vous présenter, parce que on ne se connaît pas tous. De plus, on ne vous voit pas du tout. C'est ce que j'allais faire. Gilles Cohen-Solal des éditions Héloïse d'Ormesson. J'ai une question à vous poser. Vous vous dites comment on fait rentrer les clients en librairie, comment on les fidélise, etc. Mais je ne vous ai pas entendu dire les éditeurs, et je suis solidaire, publient trop. En 25 ans, on est passé de 30 000 titres à 66 000 qui font le même chiffre d'affaires. On reçoit des offices systématiques. Dans le meilleur des cas, on a fait de vous des gestionnaires et dans le pire des cas, des magasiniers. Pourquoi vous ne vous rebellez pas contre cette politique économique de cavalerie des éditeurs qui est absolument scandaleuse? Et je m'autorise à dire ça. Non, mais je me lève parce que comme ça, vous allez voir. En plus, je m'adresse à vous tous. Et pourquoi vous acceptez ça alors qu'on est le seul système légal de cavalerie dans ce pays? La seule chose... Non, mais la seule chose qui m'autorise à le dire, c'est que depuis 9 ans,
on a publié 20 titres par an, on n'a pas augmenté d'un titre. Et alors, Non, votre problème, il est lié au fait qu'aujourd'hui, la diffusion et la distribution est aux mains de groupes qui sont aussi des groupes auxquels appartiennent des maisons d'édition et qui ont intérêt, eux, à faire du flux parce qu'ils ne gagnent pas d'argent avec l'édition, ils gagnent de l'argent avec la diffusion et la distribution. Alors, Voilà, c'était pas tout à fait le thème, justement, le thème moi de je vais l'atelier. répondre. Anne Martel, librairie Martel à Amiens. Monsieur Cohen-Solal, je vous invite demain matin, parce que c'est le thème de la rencontre de demain, Voilà. où on parlera des achats. Voilà. Alors, Mais ce n'est pas les achats dont il faut parler, c'est la production éditoriale. Oui, mais c'est mais pas c'est lié. le thème aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que... Alors, attendez, vous n'avez pas de micro. Ah, il y a un micro juste derrière vous, là. Voilà. Non, je vais pas Alors, m'énerver, est-ce que je vous préfère pouvez parler vous à haute voix, présenter, moi. s'il vous plaît? Oui, Patrick Naz, édition Corentin. Voilà. Donc moi, je suis scandalisé. Oui, oui, parce que j'entends ça, j'entends enfin quelqu'un d'intelligent. C'est vrai que ce n'est pas vous les responsables, c'est le marché. Vous êtes en train de vous torturer, comme a dit le monsieur tout à l'heure, vous autoflageller. Mais attention, il faut voir qu'est-ce qui se passe derrière, dans le fond. Le thème de l'atelier n'était pas sur ces problématiques-là, mais enfin, les libraires à la table ne sont pas venus là pour parler de ça, mais au quotidien, ils gèrent tout ça. Et c'est un sacré leur boulot. politique d'animation, Mais moi, leur politique de fidélisation... Le métier de libraire, je ne pourrais jamais le faire d'ailleurs, hein, mais c'est un métier merveilleux. C'est grâce aux libraires que l'édition Corentin existe depuis 20 ans. S'il n'y avait pas eu leur travail, je les remercie ici, humblement. Voilà, ils ont fait un sacré boulot. Mais attention, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas regarder le doigt qui se lève, il faut regarder qu'est-ce qu'il indique, hein, le fameux proverbe chinois. Donc en fait, il y a une dégradation de la lecture, tout simplement. Voilà. Donc tous les statistiques que j'ai entendues ce matin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors on a une réponse ici. Voilà. Si je vais pas parler. Il ne faut pas se ramollir. Non, j'aurais pas la prétention d'apporter une réponse, mais simplement, je fais partie des libraires qui croient profondément en l'avenir du livre, et même si c'est difficile, même si c'est lourd, même si c'est compliqué, même si les marges sont faibles, même si les banques prêtent pas, même si, je crois qu'il y a un vrai avenir dans le livre, et qu'après, c'est à nous de nous battre tous ensemble et de nous fédérer pour arriver à améliorer les points d'achoppement et essayer de faire en sorte qu'on puisse améliorer nos marges, enfin tout ce qu'on a évoqué, qu'on va certainement évoquer pendant ces 2 jours-là. Mais je crois très sincèrement que le livre a un avenir. Je crois très sincèrement que les librairies ont un avenir. Alors après, je sais qu'il y en a qui sont en danger, je sais qu'il y en a qui ferment. Tout ça, on le sait, mais je crois aussi qu'il y a une possibilité de continuer à vivre la tête haute. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma conviction aujourd'hui. Alors, je rappelle que le thème de l'atelier, c'est le client au cœur du métier de libraire. Et justement, c'est pas pour relever tous ces problèmes-là que vous connaissez très bien, mais comment est-ce qu'en tenant compte de tout ça, on garde le client au cœur du métier de libraire? Donc, Colline, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, alors ça va faire un peu un pont entre tout ça, là, par rapport à ce que disait monsieur sur le fait que les jeunes ne lisent plus, enfin, si j'ai bien compris, ou que l'éducation nationale ne fait plus son travail, etc. En Aquitaine, dans certains départements, on a quand même la grande chance d'avoir un procédé qui s'appelle Courant Livre, qui est assez génialissime. Ça serait super bien que ça se répande à la France entière. Très rapidement, parce que c'est un peu pénible à raconter. C'est un partenariat qui se noue entre une librairie et une classe, avec une rencontre. Donc les élèves viennent dans la librairie avec le prof, on discute, on parle du métier, etc. On prend le temps de parler, d'échanger. Et au bout d'une demi-heure, 1 heure, ça dépend des élèves, chacun a un bon d'achat de 30 € à dépenser dans la librairie. Bon, déjà, ça fait plein de sous d'un coup pour le libraire, c'est vachement bien. Et surtout, enfin moi je parle d'expérience, ça fait des gamins qui fréquentent pas forcément les librairies, qui après osent revenir parce que pendant 1 heure on a rigolé, on a échangé, ils ont vu qu'on était des êtres humains normaux et que voilà. Et ça c'est vraiment bien.
Excusez-moi, mais ce que vous venez de raconter, ça ne se passe pas que vers chez vous, ça se passe aussi dans le Tarn et le Midi-Pyrénées. J'en suis un témoin. Je suis Nicole Legrand, la librairie Graffiti à Castres. Je vais fêter samedi prochain mes 30 ans. Et... Non, ça va le CO. Je voulais revenir sur le début de votre table ronde. J'ai apprécié la vidéo et l'histoire du chat. 30 ans de librairie, j'ai 30 ans de chat, de poissons rouges, de canaris dans la librairie, qui attire beaucoup les enfants à l'espace jeunesse. J'ai un chat bissin qui se trône en vitrine parce qu'elle s'estime la plus belle. Elle se couche sur les livres, elle me laisse des taches sur des livres, elle abîme des livres, mais c'est vraiment très important, cette convivialité entre le livre et les animaux, peut-être particulièrement le chat. Je voulais aussi dire que je pense que le client est fidèle à son libraire. Il ne va pas parce qu'on n'a pas le livre le jour même dans une autre librairie. Par contre, vous oubliez, puisque je n'ai pas de voiture et que je voyage assez souvent pour aller voir mes enfants à Paris, etc., en train et en avion, c'est surtout l'achat d'impulsion, les foutus relais H, l'achat d'impulsion à l'aéroport, moi je le vois très très souvent. L'achat d'impulsion dans les grandes surfaces, quand on fait des courses, en même temps que le baril de lessive, pim, on prend le... il faut bien dire que toutes les grandes surfaces sont les livres qui sont dans les meilleures ventes de ce foutu livre hebdo. Excusez-moi, il y a des livres hebdo et l'âme, enfin bon, c'est pas de leur faute, c'est la liste. Et ce qu'elle est. Et je pense que quand un client vous menace, ouais, c'est pas grave, je commanderai sur Amazon, je pense que c'est pas vrai. S'il a fait la démarche à la librairie, il revient. Ceux qui commandent sur Amazon, ils mettent pas les pieds dans la librairie. C'est bien dommage. Ah bon? Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on a montré dans l'étude. Hein, et oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est donc, vrai. on se rend compte que le client. Mais je trouve que c'est une menace un peu ridicule, un peu violente vis-à-vis du libraire. Et moi, je ne suis pas très douée, c'est une petite librairie, on est deux. Ni Valérie, ni moi n'aimons beaucoup ni la BD, ni le policier. Ce qui est bien, c'est le client, je dirais, face-face. En fait, mon fond, le livre en BD et en policier, c'est mes clients qui le constituent. Et quelquefois, c'est mes clients qui vendent les livres à ma place. Discute avec un autre et hop, c'est parti. Et je pense qu'il faut apporter beaucoup. On n'est pas des... On peut pas tout connaître et tout aimer. Et c'est vrai qu'ils sont très fiers, les clients, quand ils savent que... Oh, mais vous savez, vous n'avez pas ce livre-là, mais il est vraiment bien. Vous connaissez pas cet auteur. Et je leur fais énormément confiance. Et c'est une convivialité qui s'installe entre eux et les libraires. Alors, merci pour votre témoignage. Alors, soit j'ai omis, il n'y avait pas une question, hein. C'était un témoignage, il n'y avait pas de question en attente. D'accord, donc on peut passer... S'il y a quelqu'un en face de vous. C'est bon, je peux? Oui. Alors, moi, je voudrais... Enfin, vous avez parlé... donc, Margot Lefebvre, librairie La Rose des Vents, à Dreux. Vous avez parlé de la fidélisation par les réseaux sociaux, par Internet, par les sites marchands. Vous avez parlé des rencontres, mais vous n'avez pas parlé, en fait, de ce qui se passe en librairie. Parce qu'à la base, on est censé faire vivre la librairie et vendre les livres dans la librairie. Et donc, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour fidéliser justement vos clients à acheter dans votre librairie ? La qualité de l'accueil, des tables bien rangées, des conseils du libraire, un libraire avec lequel on peut entretenir une relation sociale, c'est-à-dire qu'on sait très bien que 60% des gens qui viennent dans une librairie, c'est aussi pour avoir une relation sociale. Et à partir du moment où ils s'y retrouvent, ça peut créer une fidélisation. C'est des sujets qu'on a déjà abordés. Et un chat, ou des canaris. Non, on n'en a peut-être pas parlé, excusez-nous, mais ça paraît tellement le cœur de notre métier, ce lien à l'autre qu'on l'a peut-être pas évoqué assez. À la machine à lire, donc on essaie, par exemple, le samedi, que toute l'équipe soit disponible aux clients. C'est-à-dire que c'est un jour où on va consacrer toute l'énergie, parce que c'est le jour où il y a le plus de monde, en tout cas à Bordeaux, et on se dit que ce jour-là, les libraires, ils vont peut-être pas faire de retour, ils vont peut-être pas créer leurs offices, etc. Ils vont être disponibles aux clients et passer du temps avec eux et leur
Donc je pense que c'est une évidence pour tout le monde, quoi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas abordé. C'est dire à chaque personne, d'abord dire bonjour à chaque personne qui rentre, ce qui paraissait idiot, mais qui était peut-être pas forcément toujours le cas. Dire à l'autre qu'il existe, et puis une fois qu'il est rentré, il faut aussi être dans le respect de sa. Enfin, je sais que l'autre jour, j'ai demandé à une cliente si elle avait besoin de. Elle avait une très grosse pile de livres, excusez-moi, mais on en vend. Et je lui ai demandé si elle voulait que je la porte à la caisse pour qu'elle évite de se trimballer dans la librairie avec sa grosse pile de livres pendant. Et elle m'a dit très gentiment, mais aussi fermement, et ça m'a servi de leçon. Elle m'a dit non, là vous touchez à mon intimité. Et je me dis qu'il faut aussi être dans cette vigilance-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas envie qu'on les conseille, il y a aussi des gens qui n'ont pas envie qu'on leur parle, qui ont envie d'être tranquilles, et je crois que c'est une espèce de sensibilité, et si nous faisons tous ce métier, c'est parce qu'on porte ça en nous, qui fait qu'on doit savoir si on s'adresse à eux, si on ne s'y adresse pas, comment, pourquoi, et puis après un peu cibler les clients habituels et qui vont, comme on le disait tout à l'heure, aller plus ou moins avec un libraire, parce qu'il y a 2 libraires qui sont très jeunes à la machine à lire, qui ont 24 ans. Il y en a, moi je pense que je suis la plus âgée, donc il y a tous les âges et il y a des sensibilités différentes. Je suis aussi très étonnée que beaucoup de jeunes reviennent en librairie. Alors je pense que c'est aussi parce qu'il y a des libraires très jeunes, certainement, hein, je crois ça, que tout ce qui est réseaux sociaux, en effet, il faut y travailler. Donc là, il va falloir le faire et le faire de plus en plus, je crois. Mais moi, je crois plus à l'importance du site géographique librairie et de ce qui va se passer au sein de la librairie encore aujourd'hui, relayé après par les réseaux sociaux. Mais je crois qu'on peut avoir tous les réseaux sociaux de la Terre. Si au cœur de la librairie même, il n'y a pas l'envie et le désir d'être là, d'écouter un auteur, de parler, à mon avis, on n'y arrivera pas. D'accord, je comprends ça, mais ce que je voulais dire par là, c'est que, par exemple, nous, on aime taper dans l'œil du client, disons. Voilà, c'est ça. On change régulièrement, en fait, on choisit un thème assez basique, comme actuellement, c'est les fruits et légumes. On les met en avant. C'est des livres qui auront un fruit dans leur titre, par exemple. On les met en avant pour que justement amener le client à les regarder. Et on fait ça, on change ça régulièrement. Est-ce que vous pratiquez tous quelque chose? Parce qu'on fait tous des vitrines, mais on fait ça aussi dans la librairie. Oui, des vitrines, des tables thématiques. Moi, j'avais l'idée, je ne sais pas si on le fera un jour, de mettre quelque chose d'incongru dans la vitrine et que celui qui le trouve aura gagné un livre. Je veux dire, après, on peut... Mais le problème, c'est qu'on manque de temps pour faire tout ça. Mais après, bien sûr, changer les vitrines régulièrement, faire des tables, essayer de diversifier les thèmes, rebondir sur les actualités, qu'elles soient naissance ou décès, pour ne pas être toujours dans le côté mortifère. Mais essayer de... Je crois qu'on le fait tous, enfin, me semble-t-il. Hein, ça dépend aussi de la taille des disponibilités des vitrines, ça dépend de tellement d'éléments que c'est compliqué de parler d'une manière générale, quoi, je crois. En face. Je suis Nicole de Frémaville, librairie La Porte des Mots en Anduze. Alors moi, j'ai ouvert une librairie il y a 4 ans dans un village de 3200 habitants, mais qui est quand même très touristique en été, donc heureusement. On a essayé de... Enfin, j'ai un employé et moi, dont on ne peut pas tellement dire que je suis employée, puisque je me paye quand c'est possible. Par ailleurs, on a essayé d'inventer des choses et de trouver des idées pour se faire connaître. Alors déjà, on a des panneaux publicitaires. On a 2 panneaux publicitaires. Quand on arrive en Anduze, il y a un panneau qui indique la librairie La Porte des Mots. J'en ai très, très peu vu, en fait, des panneaux publicitaires qui parlent des librairies. Je ne sais pas si d'autres en ont, en tout cas. On a, par exemple, on a fait imprimer des sets de table en encre alimentaire, évidemment. On les a distribués dans tous les restaurants et les cafés des villages et des villes alentours. Donc ça, on a quand même pu se faire connaître un peu grâce à ça. On fait des animations avec pour vous donner un exemple, une cave coopérative récemment sortait un vin un peu différent, sans sulfite, bio. Et donc, on est allé faire une dictée. Et à cette dictée, il y avait quand même 60 personnes qui sont venues faire une dictée. Et donc, du coup, on a décidé de faire des dictées
En France, on adore l'orthographe et en fait, c'est une excellente animation, d'autant que le corrigé de la dictée n'est donné qu'à la librairie. Ça incite à venir. Par ailleurs, dans les choses qu'on a faites aussi, c'est aussi d'inciter les institutions qui, par exemple, offrent des livres, je sais pas, à leurs clients ou à leurs conseils d'administration ou autres, de leur donner plutôt des bons d'achat pour qu'ils viennent à la librairie. Parce que quand on arrive avec un bon d'achat à 18 €, forcément, on achète son livre avec le bon d'achat, puis on voit autre chose et on achète autre chose. Alors que si vous vendez simplement les livres, vous aurez un montant fixe, tandis que là, ça incite les gens quand même à venir et peut-être à acheter autre chose et ensuite à en parler à d'autres, à faire réseau. Et une autre chose aussi qu'on a faite, mais je pense que vous devez tous le faire, c'est les listes d'anniversaire comme les listes de mariage. Où on invite les clients à déposer leur liste d'anniversaire. On ne fait pas les 5% de remise, mais par contre, on fait le total qui a été acheté pour cet anniversaire et du montant total, on prend 5% de ce montant total et la librairie fait un cadeau de 5% à la personne dont c'est l'anniversaire. Enfin, voilà quelques animations. Alors, merci pour ce témoignage et ces petites idées. Alors, Nicole, si tu peux redonner le nom de la librairie, de ta librairie, s'il te plaît. La Porte des Mots à Anduze. 30 140. Bonjour. Alors moi, je suis une librairie depuis 5 ans, donc en banlieue parisienne. Donc moi, je vis pas trop au pays des bisounours, comme j'ai entendu là-bas, parce que tout ce dont on a parlé, on le fait. Effectivement, ma voisine posait une question intéressante. Qu'est-ce que vous faites dans la librairie? Moi, le problème, et il me semble que c'était quand même un peu le sujet du thème d'aujourd'hui, c'était comment on fait venir en librairie. Parce que notre problème principal, moi je suis en banlieue parisienne, je peux vous dire que faire venir les gens dans une librairie, c'est compliqué. C'est pour ça que je suis très attachée, contrairement à certains de mes collègues, aux 5%, parce que je le fais automatiquement, je ne me suis même pas posé la question, je l'ai fait directement à mes clients fidèles, parce que je trouve que déjà de rentrer dans la librairie, c'est déjà un grand pas. Je trouve que déjà... c'est une question de les féliciter d'une certaine manière, de revenir, parce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la librairie, il n'y a pas de souci. Je pense que le conseil, etc., on l'a, on le donne. Simplement, les 5%, forcément, ça nous coûte. Alors effectivement, là, on peut se retourner vers les distributeurs, parce qu'ils pourraient nous faire une marge plus grande pour que nos 5% nous coûtent moins. Ça, c'est un autre débat, mais finalement, c'est quand même un débat, puisque la fidélisation, elle passe aussi par là. L'autre chose, c'est que ça paraît évident pour plein de gens, mais il faut quand même se remettre en question. Je veux dire, il y a un moment donné, les gens, non, 5%, c'est un cadeau. Pour eux, au Leclerc, c'est 5% moins cher, donc c'est 5% moins cher. Donc on est plus cher. Oui, peut-être pour nous, c'est une évidence, le prix unique du livre, mais quand à partir du moment où vous allez au Leclerc d'à côté et qu'il est à 5% moins cher, ça paraît beaucoup moins évident pour le client. Alors, bien sûr, vous avez les clients habituels qui connaissent la loi, etc., mais les autres ne la connaissent pas. Et moi, j'ai plutôt ce public un peu... Le conseil que vous faites et le personnel qualifié que vous rémunérez, je pense que ça vaut bien 5%, et ça mérite aussi d'être dit et discuté avec vos clients, parce que c'est une façon aussi de les impliquer dans votre processus de survie. Mon processus de survie, c'est marrant qu'on me parle de ça, parce que je suis toute seule dans la librairie, je ne suis pas payée. Donc on est dans un autre débat là. Je crois que la survie, j'ai un petit peu de mal à entendre ce genre de choses. Personnellement, je fais ça gratos, je fais ça pour le bien public, on va dire, parce que j'estime qu'une librairie dans une banlieue, c'est important, c'est un lieu public où les gens puissent venir avoir des conseils littéraires, effectivement, pas de jugement, mais ne soient pas obligés d'aller uniquement au Leclerc du coin. Maintenant, la réalité, elle est aussi que, comme vous dites, on est un commerce, qu'il faut bien attirer les clients, que les clients vous disent, sans aucune malice, vous n'avez pas le livre, vous ne l'aurez pas dans 2 jours, c'est pas grave, je commande sur Amazon, et c'est sans malice aucune. Mais au bout d'un moment, je ne peux pas passer mon temps à faire la leçon aux gens.
Alors, je le fais Est-ce que j'ai Et- une question à vous poser? Est-ce que vous pensez que les gens et vos clients fidèles à qui vous leur faites 5%, vous en tiendront rigueur si vous leur faites pas ces 5%? Non, parce que mais je comprends, parce que non, la non. carte de fidélité, moi je la fais, et je fais les 5% et je partage votre point de vue. Donc, ça Souvent, existe je vais vous dans dire, d'autres librairies. souvent, ils me disent non, non, me la faites pas. Souvent, ces gens-là me disent non, ne me la faites pas. Ben oui, mais à un moment donné, moi, je trouve qu'il faut aussi les récompenser, ces gens-là. Donc, je préfère la faire. Honnêtement, je préfère la faire parce que Oui, je oui, trouve... mais S'ils me disent non, ben, je ne vais pas être plus royaliste que le roi, je ne vais pas la faire. S'il vous J'ai plaît. des clients, de la famille, etc., qui me disent ah non, tu ne vas pas faire 5%. Je préférerais nettement que ce débat soit amené sur le sujet soit amené sur le débat et qu'on en discute plus avec les diffuseurs qui nous fassent 5% de plus pour qu'on puisse faire ces 5%-là que de faire payer à des gens qui finalement font un acte, et je n'ai pas peur de le dire, un acte de foi parfois, de rentrer dans une petite librairie en banlieue parce que c'est plus compliqué pour eux alors qu'ils pourraient être à Paris à côté de la FNAC ou commander sur Amazon, mais qui veulent encore faire vivre des librairies. Alors, Donc les ça, je trouve mesures, ça hyper important. les La mesures des fidélisation, elle est dans ce sens-là aussi. Les mesures des diffuseurs-distributeurs, là encore, c'est pas le thème de cet atelier, hein, et c'est justement en tenant compte de tout ce qui se passe et de votre quotidien, on le comprend. C'est pas le sujet, mais c'est aussi comme ça que je peux fidéliser une certaine clientèle. C'est ça que je vais expliquer. le parce thème qu'il y a de une l'atelier- clientèle qui n'a pas forcément les moyens et à qui je fais les 5%, qui sinon, tout simplement, irait au Leclerc parce que ça sera moins cher. Tout simplement. Alors, Il y a même 5%, ça on vous a paraît démontré rien du tout, dans mais c'est quand dans même le l'étude, cas. hein, et je crois que vous l'avez tous dans le sac, hein, les chiffres ont été donnés ce matin, mais c'est pas toujours facile de tout retenir comme ça. Quand on questionne les clients sur si les 5% n'étaient plus attribués, est-ce que ça vous empêcherait d'aller dans votre librairie? Alors je dis pas tous. Tous n'ont pas répondu, ça ne changera rien, mais une petite majorité, a répondu que ça ne changerait pas. Oui, Oui, leur et acte la d'achat. majorité des habitants de ma ville disent qu'ils veulent absolument des petits commerces de proximité, et la majorité des habitants de ma ville vont faire leurs courses dans les grandes surfaces à côté. Donc vous m'excuserez, mais voilà, il y a deux poids, peut-être deux mesures. Après, il y a aussi une question, effectivement, de faire tout ce que font les libraires, que j'entends à droite, à gauche, mais qui est effectivement du temps, de l'investissement, de l'argent. Moi, je n'ai pas les moyens de mettre un panneau publicitaire. Je trouve ça génial, mais franchement, j'aurais... voilà. Donc, des est-ce idées... qu'on peut... Voilà. Et pour revenir aux réseaux sociaux, je finirai sur ça. Il se trouve que moi, les réseaux sociaux, c'est ce qui a fait que la librairie, au bout de 5 ans, est toujours là. On a fait « Il faut sauver le soldat Neverland » parce qu'il y a 3 ans, une banque m'a foutu dedans en me décidant que finalement, oui, d'accord, j'avais de l'argent par une mairie, mais j'allais être payée que dans 3 mois, donc c'était pas possible de m'avancer l'argent, donc finalement, on ne m'avancerait plus d'argent. Donc j'ai dit à mes clients, désolé, je vais être obligée de fermer. Et puis j'ai des clients, des amis qui ont décidé de lancer... une espèce de souscription, un appel sur Facebook pour sauver la librairie Neverland, et elle est encore là. Mais je tiens à dire que la librairie, elle est encore là, mais c'est pas forcément lié aux gens de la ville dans laquelle j'habite. C'est aussi, parfois, j'ai reçu des chèques d'une petite mamie de Marseille, j'ai reçu une étudiante de Lille, etc. Donc les réseaux sociaux peuvent aussi avoir un effet bénéfique parfois, mais n'empêche que les clients les plus réguliers, c'est quand même les clients de la ville où vous habitez. C'est ceux-là qu'il faut faire rentrer, et c'est pas toujours évident quand vous êtes dans une petite ville de banlieue, pas très riche. Voilà. Alors, merci pour votre témoignage. Est-ce qu'on a d'autres... Je pourrais, juste pour rebondir sur la carte de fidélité... Est-ce que vous pouvez vous présenter? Pardon, librairie Libellule à Marmande. Merci. Dans notre ville, je fais une carte de fidélité, mais cette carte de fidélité, elle n'est pas toute seule. Elle est commune à plusieurs magasins de centre-ville. Et ça, je pense vraiment que si vous avez l'occasion de le faire, c'est certainement un plus par rapport à la carte un peu égoïste de chaque magasin. Chaque magasin a sa carte, généralement. Là, c'est une carte à puce, dont le principe est le même. Hein. C'est une carte à puce avec un logiciel derrière. Il coûte 5% de l'achat au libraire. Sur ces 5%, il y a 4% qui vont revenir au client, 1% pour la gestion. Mais l'intérêt, donc on peut profiter de l'avantage des 5% au bout de 5 achats. Et le fait d'être plusieurs commerçants dans un centre-ville,
dynamise énormément cette carte. Et les gens, du coup, sont beaucoup plus attachés et ont l'impression d'appartenir à un réseau. Et on parlait de réseau tout à l'heure. Et je crois que c'est important, ça, de pouvoir montrer que vous n'êtes pas une librairie à part des autres commerces. Et pour rebondir sur ce que disait Cécile, il est effectivement important de faire attention à ce qui se passe dans la ville. Et moi, je sais que je suis fatigué de me prendre des billes terribles avec des signatures sèches dans ma librairie, même si j'ai communiqué énormément avant. Par contre, les animations que j'arrive à faire, je ne peux les réussir que si je me suis associé à d'autres associations de la ville autour d'un thème donné. Alors moi, je travaille beaucoup avec l'association de cinéma de ma ville et on fait des soirées thématiques. Et avec ces soirées thématiques, on peut associer une autre association de la ville et ça fait un phénomène de groupe et ça fait connaître aussi votre activité. Voilà. Merci. S'il vous plaît, je voudrais témoigner également, comme ça on apporte de l'eau au moulin de chacun. Donc moi je suis d'une petite librairie en Centre-Bretagne. Je travaille toute seule et j'ai une librairie spécialisée jeunesse et BD à Pontivy. Je voulais apporter un petit témoignage aussi sur les animations. Donc pas de carte de fidélité chez moi, pas de 5% systématique non plus. Ça ne m'a pas empêché de fidéliser les clients. Et comment fidéliser ? Eh bien, alors la boutique est toute petite, donc les animations dans les murs étaient difficiles à mettre en place. Donc le travail de départ a été de se faire connaître. Donc vous parliez de faire des réseaux, voilà, de se faire connaître, d'aller à la rencontre d'autres acteurs culturels de la ville, donc des organisateurs de salons, de rencontrer les documentalistes des CDI, de collèges, de lycées de la ville, de contacter la radio locale, le cinéma et les autres commerces de centre-ville. Et donc la librairie existe depuis maintenant 7 ans et demi. Et au bout de 7 ans, j'ai des animations régulières en partenariat avec le cinéma, par exemple. Donc j'invite les enfants à venir voir une séance de cinéma, on les sensibilise à des courts-métrages, dont au moins un des courts-métrages peut être mis en lien avec la littérature jeunesse. Et les enfants, à l'issue de la séance, peuvent voir quelques livres. Donc ce ne sont pas des animations où je vends, mais des animations de contact, de présentation des livres. Ensuite, à l'issue de cette séance, j'ai cette année mis en place un partenariat avec 2 jeunes femmes qui font des ateliers d'art plastique. Et elles font réaliser aux enfants un objet en relation avec un des courts-métrages. Donc cette animation me permet vraiment de me faire énormément connaître, d'autant que le cinéma, le partenariat a lieu depuis maintenant 7 ans, quasiment depuis l'ouverture de la librairie. Donc il a un panneau d'affichage 2 semaines, 3 semaines à l'avance où on voit le logo de la librairie, l'animation, voilà. Ça fait connaître sans frais du tout de pub. Voilà, avec la radio locale, il y a une émission spécialisée jeunesse qui s'est mise en place. Donc je fais une chronique d'une demi-heure tous les mois sur des coups de cœur, pas forcément des nouveautés. Les partenariats avec les organisateurs de salons se sont améliorés au fur et à mesure des années, parce que la librairie s'est impliquée dans le travail en amont, dans les orienter un petit peu dans la façon d'aborder le salon, et donc de ne plus simplement inviter des auteurs qu'on plaque derrière une table et qui ne signent pas, et donc on se prend des vestes. Donc là, on a un travail en amont qui est fait, avec justement des mises en relation entre les organisateurs de salons, les écoles, les collèges, les CDI de lycée. Du coup, quand le jour du salon arrive et qu'on reçoit les auteurs, les enfants les connaissent déjà, les ont rencontrés ou ont eu un travail qui a été fait au préalable. Et du coup, les salons portent leurs fruits, les auteurs sont contents de venir aussi, et ils ne font pas simplement que d'être plaqués derrière une table à attendre qu'on ose leur adresser la parole, parce que c'est vrai que parfois le contact est difficile, le premier contact n'est pas toujours facile, et ce travail en amont a permis d'améliorer les relations et d'améliorer les manifestations, puisque au bout du compte, notre objectif à tous,
c'est quand même que le livre arrive à son public et que les gens partagent, et qu'on partage avec les gens et que les gens partagent avec nous leur amour des textes. Parce que c'est quand même ça, notre métier, c'est d'être des passeurs. On a envie de partager notre amour du texte. Donc là, en l'occurrence, le travail entre les différents acteurs permet d'arriver à cet objectif-là. Il peut y avoir, donc, je vous parlais de partenariat avec d'autres commerçants. Eh bien, moi, c'est pas avec du vin, mais c'est avec du chocolat. Voilà, donc le chocolatier du coin, on fait une animation, il fait goûter du chocolat et on fait des quiz, on fait des gâteaux avec les enfants, on fait voilà. Et donc là, tout de suite, j'ai des gens qui se souviennent encore de l'animation d'il y a 2 ans. Voilà, et qui me parlent encore de cette animation-là. Donc je crois qu'en effet, notre métier, c'est un métier d'humain. Et que c'est pour ça qu'on est là et qu'on fait ce métier de fou malgré la rentabilité dont on nous a parlé ce matin. On est 550 fous, mais on continue parce qu'on est animé par cette passion. Et l'objectif, c'est de passer cette passion en allant aussi vers d'autres. Et on n'est pas les seuls commerces à avoir le problème de faire venir nos clients en centre-ville. Et je pense aussi que du coup, faire des partenariats avec les autres, c'est important. Vous parliez de mettre des objets atypiques dans une vitrine. Nous, on a un réseau de maraîchers, d'agriculteurs bio qui ont du mal à se faire connaître. Et une fois par an, ils viennent dans le centre-ville et ils exposent dans nos vitrines. Et on met des livres au milieu de pommes de terre, de tomates, de carottes. Voilà, c'est aussi ça, sortir et dépoussiérer notre métier. Merci. Colline voulait rajouter... Colline Ugel voulait rajouter quelque chose, je crois. Qui n'a pas forcément lien direct avec ce qui a été dit. En plus, je vais tricher un peu parce que c'est, je crois, le sujet d'un atelier après. Mais en fait, je voulais m'adresser aux petits et moyens libraires perdus dans des endroits improbables, un peu comme nous. Et je voulais un peu témoigner de quelque chose que je fais assez régulièrement avec donc, la machine à lire, donc Bordeaux. C'est un peu de la mutualisation et c'est un peu du partenariat. C'est profiter de la certaine influence qu'une grande librairie peut avoir auprès d'éditeurs, parfois un peu compliqués à rencontrer. Par exemple, Hélène, quand elle fait venir des auteurs, elle sait que je suis susceptible d'être intéressée, elle me propose, enfin elle propose aussi à l'auteur quand même, mais elle me propose de partager. Donc l'auteur vient le vendredi, par exemple, à la machine à lire, et puis le lendemain, il vient visiter Bergerac. Il aime bien, il est content. Et voilà, je trouve que c'est aussi une bonne manière pour les petits et moyens libraires qui ne sont pas connus forcément des grands éditeurs, de pouvoir obtenir des auteurs intéressants. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la bonjour, salle? je voudrais faire quelques remarques. Je m'appelle Jean-Christophe Desfils, j'ai la librairie Le Poivre d'Âne à Manosque. Donc sur 3 choses rapidement, ces fameux 5% dont on a beaucoup parlé. Pardon. Les 9% en collectivité et puis nos marges de librairie. Alors, excusez-nous, mais on ne vous voit pas. Je suis là, ouais. Je cherchais. Merci. Le micro marche. Oui. Donc Merci. les 5%, j'en parlais avec mon voisin qui est intervenu dans le film, une librairie normale fait entre 0,5 et 5% de son chiffre d'affaires en remise client, n'est-ce pas? La mienne, on fait 0,5, c'est-à-dire qu'on fait à la tête du client. On voit dans l'étude qui nous a été présentée ce matin qu'il y a grosso modo la moitié de nos clients pour qui ça importe et la moitié pour qui ça importe pas. Donc essayons de le faire aux gens à qui ça importe. Systématiquement, je pense, puisque le SLF en parlait, supprimer ces 5%, puisque grosso modo, je crois que c'est 2%, ça représente 2% du chiffre d'affaires des librairies. Il faudrait savoir qu'il faut quand même se poser une question qui est importante, c'est qu'on donnerait 5% de points en plus à nos concurrents Amazon, Leclerc et compagnie. Donc je pense qu'il faut aussi avoir un raisonnement macro. Ils s'en foutent pas, ils auront 5% de plus pour investir. Non. Bon, moi, c'est mon avis que c'est vraiment quelque chose à prendre avec des pincettes et qu'on peut tenir une librairie, c'est le cas de la mienne, qui fait que 0,5%
si on fait le total, à ses clients. Donc il y a le souci, et je trouve que la remise aux collectivités qui nous est, qu'on fait tous à 9%, bien sûr, peut aussi être mise en question. Pourquoi on ne ferait pas 5% aux collectivités, n'est-ce pas? Et on a parlé tout à l'heure, le point le plus important reste la marge auprès de nos fournisseurs, qui est faible. Et là, il y a des manques à la loi Livre, et je pense qu'il faut un travail législatif de ce côté-là également. Bonjour, je suis la librairie La Préface à Colomiers. Donc c'est une librairie aussi de banlieue. Tout à l'heure, j'ai écouté une intervention sur une librairie de banlieue. Je suis là. Ma librairie a 30 ans, donc j'ai vu un petit peu évoluer les clientèles. Et ce matin, l'étude m'a particulièrement intéressée sur un point, c'est celui du vieillissement de notre clientèle la plus importante, que j'ai vu, moi, effectivement, changer de figure au fil des années et qui, à un moment donné, peut déstabiliser une librairie parce qu'effectivement, quand une clientèle, surtout sur des rayons pointus comme les sciences humaines, vient à vieillir, vient à prendre sa retraite et à partir, elle n'est pas forcément remplacée. Et cela amène des tas de bouleversements aussi dans la librairie et amène une autre type de clientèle qui peut être tout aussi acheteuse, mais dont il est beaucoup plus difficile à un moment donné de cerner à la fois les intérêts et aussi et de la fixer complètement. Donc c'est vrai que toute la réflexion autour de ces clientèles-là était quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je n'ai pas vu trop évoqué jusqu'à présent. Quant à la carte de fidélité, il est évident que quand on n'est pas dans un centre-ville, c'est quelque chose qui est important. Depuis 30 ans, moi je fais une carte de fidélité, ça me prend à peu près, je crois, mon bilan entre 0,5 et 1% en fait, sur mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'effectivement, une carte fidélité qui est distribuée largement n'est pas forcément sans arrêt utilisée, ou alors par un petit nombre qui la réinvestit immédiatement. Donc le problème n'est pas là. La véritable problématique que je trouve actuellement, c'est effectivement quand on est en banlieue, en dehors des centres-villes, quand on fait des animations, de pouvoir mobiliser suffisamment pour toujours avoir envie de refaire ces animations et de renouveler cette clientèle. Voilà. Merci. Bonjour. Fabien Grevel du réseau Silo et Librairie. J'avais juste une question pour savoir si il y avait des expériences de montage d'associations d'amis de la librairie, parce qu'on sait que justement pour un certain nombre d'animations mises en place dans les librairies, c'est quelquefois difficile d'avoir du monde qui vient, ou suffisamment de monde pour que ce soit, on va dire, intéressant commercialement en tout cas. Et de ce point de vue-là, les relais avec les associations locales sur différentes thématiques peuvent être un bon tremplin pour pouvoir mieux communiquer. Et en ce sens-là, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, en termes de fidélisation de la clientèle, de développer des associations d'amis de la librairie? Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont une réponse à apporter? Alors, moi j'ai un témoignage de l'association d'amis de la librairie, donc Fabrice Blondeau, librairie dédicace à Rueil, que je n'utilise pas à son plein, mais qui me permet d'avoir le statut d'association. Et quand je fais des animations, ça me permet de bénéficier du soutien de la ville aux associations. C'est-à-dire que moi, je tire... il y a 40 panneaux d'affichage municipaux dans la ville, d'affichage associatif. Je tire 40 affiches que je vais déposer en mairie, et la mairie vient me les colle dans toute la ville. Donc c'est déjà un bénéfice tout simple du fait de créer une association des amis de la librairie. Il y a aussi, je crois, dans certaines villes en tout cas, on bénéficie normalement de prix de location de salles très intéressants quand on a des locaux trop petits pour faire ses animations dans sa propre librairie, ce que ne peut pas faire une librairie indépendante. Alors effectivement, on a créé avec Libraire en Scène un prix littéraire et au bénéfice d'avoir créé une association. Donc là, c'est l'association Libraire en Scène, la possibilité de bénéficier d'une salle de 500 mètres carrés gratuitement mise à disposition par la ville. Alors, merci à tous. On va devoir arrêter là les questions puisqu'on est arrivé à l'heure limite.
Je crois que l'objectif de l'atelier est bien rempli puisqu'on a ouvert beaucoup de pistes. Je crois que peu importe la taille de la librairie, si vous voulez transmettre une image dynamique, il faut que vous ayez envie, comme ça a été dit là, tout à fait, dans les derniers témoignages, avoir envie de faire des animations, avoir envie même de faire les 5%, et surprendre. Vous êtes à la fois médiateur culturel mais aussi commerçant. Donc merci à tous et merci aux libraires qui étaient à mes côtés. Voilà.